Nous sommes avec Louis de Ragnel. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Avec Rachel Kahn. Bonsoir Laurence. Gauthier Lebret nous a rejoint. Bonsoir Laurence. Joseph Massescaron. Alain Bauer, qui est professeur de criminologie et qui justement a écrit 2 livres formidables, Opération Zelensky et Menace sur Taïwan. On en parlera dans un instant. Merci d'être là Alain Bauer. Éric Revel aussi. On va commencer évidemment par l'Iran et ce qui se passe évidemment avec ces frappes israéliennes. Tsahal vise tous les symboles du pouvoir iranien. On fait le point avec Loïc Tarka et je vous passe la parole. Des frappes d'une intensité inédite contre les symboles du régime au cœur même de Téhéran. Selon les autorités israéliennes, plusieurs cibles ont été visées. Le quartier général du Basiji, une milice paramilitaire rattachée aux gardiens de la Révolution, chargée notamment du maintien de l'ordre moral. Le quartier général de la sécurité intérieure de ce même corps armé, mais aussi la prison d'Evin, connue pour détenir de nombreux opposants politiques. À travers ces frappes, 2 objectifs bien identifiés, selon le porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafovitch. Des objectifs qui sont à la fois des objectifs militaires et également, dans le même temps, reliés à l'appareil du gouvernement, si on parle de la prison, si on parle du QG des gardiens de la Révolution. Et ces frappes, encore une fois, ont pour objectif de toucher l'intérieur de l'appareil militaire de la République islamique d'Iran. C'est dans la prison d'Evin que sont notamment incarcérés les Français Cécile Collère et Jacques Paris, arrêtés en mai 2022 lors d'un voyage en Iran. Une frappe jugée complètement irresponsable par la sœur de Cécile Collère. Cette frappe met nos proches en danger de mort. On n'a aucune nouvelle, on ne sait pas s'ils sont encore vivants, on est paniqué. Israël a confirmé que ces frappes à Téhéran visaient notamment la prison d'Evin. L'Iran, de son côté, a affirmé que les bâtiments de l'établissement restent sous contrôle. Voilà pour le point. Alain Bauer, on fera le point sur les frappes aériennes américaines dans un instant. Mais là, ce que vise Israël, ce sont des infrastructures qui sont liées aux gardiens de la Révolution, la prison, la porte de la prison d'Evin, par exemple, aussi. Non, je crois qu'Israël a choisi de passer à la 3e phase. La phase 1, c'est le nucléaire. La phase 2, c'est les missiles. La phase 3, c'est le changement de régime. Ah oui. Le nucléaire, c'est grosso modo fait, sauf pour un débat sur où sont passés les 409 kilos d'uranium enrichi à 60%, qui sont des petits lingots d'1 kilo qui peuvent se transporter assez facilement, mais qui, pour être transformés, doivent repasser à l'état gazeux et être augmentés pour atteindre le seuil critique de 90%. Et donc, ça nécessite beaucoup d'installations, dont celle d'Ispahan, qui est totalement détruite. Celle de Natanz l'est à peu près totalement. Celle de Fordo, il y a un débat sur l'ampleur de la destruction, pas sur la réalité de la destruction. Puis il y a le 4e site, dont on parle assez peu, et qui est un sujet d'interrogation chez tout le monde. 4e site qui a été construit pour être un Fordo empire, si j'ose m'exprimer ainsi. 2e élément, les missiles balistiques. Là, la plupart des capacités de production ont été supprimées. Les stocks à moitié, les lanceurs à moitié. Donc il y a encore des capacités de lancement. L'Iran, c'est 3 fois la France. C'est un pays immense. Et donc il rapatrie des capacités de lancement de manière assez régulière. Et Israël, dès qu'il y a un lancement, détruit le lanceur, mais il y en a encore un certain nombre. Et puis le 3e élément, c'est changement de régime, ce qui a été le débat entre le vice-président Vance et le président Trump. Enfin, débat. Disons que le vice-président Vance a émis une idée qui a été contrecarrée par le président Trump. Et donc, Benjamin Netanyahou a choisi l'opportunité de montrer que le régime pouvait s'effondrer, en tout cas son bras armé, et y compris le clin d'œil, si j'ose m'exprimer ainsi, sur la porte de la prison d'Evin. Ce n'est pas la prison qui a été visée, qui aurait pu permettre une fuite de prisonniers, et donc la reconstitution d'une opposition politique en Iran, qui est ce qui manque pour que le changement de régime ait lieu, c'est qu'il y ait un opposant qui soit en capacité de... Voilà, c'est la phase 3. Et l'horloge, Rachel et l'horloge qui décompte le temps où Israël devrait être détruit. Absolument. D'ailleurs, on va... vous voulez dire le symbole. Exactement. Oui. Frédéric Simon est le correspondant permanent d'Europe 1 en Israël. Frédéric, vous nous confirmez, Israël a changé de tactique avec ces nouveaux bombardements aujourd'hui ? Oui, on assiste à une diversification des objectifs. On pourrait les répartir en 3 catégories distinctes. La première concerne les sites nucléaires. Pour l'armée israélienne, il s'agit en quelque sorte de parachever les frappes américaines qui ont causé des dégâts importants sur les 3 principales centrales. L'aviation israélienne a d'ailleurs frappé les axes routiers qui mènent à la centrale de Fordo, vraisemblablement dans le but d'empêcher les transferts d'uranium enrichi. Deuxième catégorie d'objectifs, les capacités de l'Iran en matière de missiles balistiques. Elles ont été considérablement réduites, mais pas totalement éradiqués, comme le prouvent les tirs de missiles quotidiens sur Israël.
Du point de vue de l'État hébreu, c'est la perspective d'une guerre d'usure qui doit être absolument évitée. Enfin, des cibles liées directement au régime des mollahs et à son système répressif sont visées de plus en plus par les avions de chasse israéliens. C'était le cas aujourd'hui de la prison d'Evin, ou plus précisément de l'entrée de ce centre pénitentiaire où sont emprisonnés de nombreux opposants. Des centres de commandement de la sécurité intérieure ont été pilonnés également. Alors le but n'est pas forcément de faire chuter le régime des mollahs, mais de l'affaiblir et de favoriser les conditions d'un soulèvement qui, selon les experts, aurait toutes les chances de se concrétiser après la fin de la confrontation armée entre Israël et l'Iran. Merci beaucoup Frédéric Simon, correspondant permanent d'Europe 1 en Israël. Gauthier Lebret, on a évoqué l'inquiétude de la famille de Cécile Kohler et Jacques Paris, qui sont dans cette fameuse prison d'Evin, dont la porte a été touchée, mais pas l'infrastructure évidemment, et ils sont sains et saufs, c'est ce qu'a dit le Quai d'Orsay, mais le Quai d'Orsay condamne les frappes. On a du mal à suivre la position de la diplomatie française. Oui, on la suit que trop bien depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire une position à géométrie variable qui veut sauver le régime, des ayatollahs, en tout cas qui ne veut pas que ce soit les Occidentaux qui fassent tomber le régime. On comprend évidemment l'inquiétude de la famille de Mme Kohler, mais c'est pas la même chose de raconter qu'on a visé la prison que de viser la porte. C'est-à-dire que le message est en fait totalement différent. C'est vrai que si vous vous dites Israël a bombardé la prison, ça peut paraître étonnant de bombarder une prison remplie d'opposants politiques au régime des ayatollahs. Alors qu'en fait, c'est la porte qui a été visée. Donc là aussi, attention à ce qu'on peut entendre dans les médias, attention à ce que les médias peuvent dire. Et on voit comment on peut décortiquer ce que disent les médias depuis le début de ce conflit. On a parlé la semaine dernière avec l'ambassadeur, que vous allez recevoir dans un instant, de l'agence France Presse, qui nous faisait croire que l'hôpital bombardé en Israël était en fait un hôpital militaire, alors que c'était absolument pas le cas. On voit aussi ce qu'on peut entendre sur la diaspora iranienne qui serait unanime contre les bombes israéliennes qui tombent en Iran, alors que c'est absolument pas le cas. Donc attention à ce qui peut se dire dans les médias. C'est pas du tout la même chose de bombarder la porte de la prison que la prison elle-même. Mon cher Gauthier, je vous interromps parce que le président Macron est en train de s'exprimer depuis la Norvège, où il est réuni avec d'autres chefs d'État européens. Et il va répondre à une question, évidemment, sur la situation entre Israël et l'Iran. On écoute la réponse du président Emmanuel Macron. Vous disiez vous-même que l'usage de la force pour renverser le régime mènerait au chaos. Est-ce que le président américain est en train de mener la région au chaos? Et puis, troisième point, le 13 juin, dernière petite question. Non, il y a une question. Bon, très bien. Je vous remercie. On a déjà deux, mais je vais répondre aux deux. Écoutez, je l'ai dit dès le début, si on peut considérer qu'il y a une légitimité à neutraliser des structures nucléaires en Iran compte tenu des objectifs qui sont les nôtres, il n'y a pas de cadre de légalité. Non. Et donc il faut le dire tel que c'est, il n'y a pas de légalité à ces frappes, même si la France partage l'objectif de ne pas voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Nous considérons avec constance, depuis le début, que c'est par la voie diplomatique et technique que cela peut se faire. Et je le dis parce que j'entends beaucoup de commentateurs qui, au fond, vous renvoient à une forme d'inefficacité quand vous défendez la voie diplomatique sur ces sujets. Mais quand on a de la constance, on peut prétendre avoir de l'efficacité. Nous avons participé aux négociations en 2015 du traité dit JCPOA. La France, d'ailleurs, a contribué à le renforcer avec des mécanismes dont on parle beaucoup, qui sont encore sur la table, comme celui du snapback. Les États-Unis ont décidé de sortir du JCPOA 3 ans plus tard. La France l'a regretté. Je me suis d'ailleurs constamment battu pour renégocier ce cadre, l'élargir, organiser des rendez-vous. Mais ce cadre n'étant plus respecté, nous avons pu moins bien suivre le programme nucléaire iranien. Et nous continuons de penser que c'est par, en effet, la négociation, le réengagement que nous pouvons l'obtenir. Votre deuxième question ? C'était le changement de régime. Je suis constant et je l'ai toujours dit, et donc je continuerai de le dire, je crois à la souveraineté des peuples et à l'intégrité territoriale. J'y crois en Ukraine, et d'ailleurs je constate que nous y croyons tous, puisque nous le défendons. Donc ça vaut partout dans le monde. Il n'y a pas de double standard. Et les Européens, parce qu'ils défendent un universalisme du droit international, parce que c'est justement ce qui est au cœur de nos principes et de notre engagement, le défendent partout. Et donc je ne pense pas qu'on puisse se substituer à un peuple pour changer ses dirigeants.
Et quand je regarde l'histoire contemporaine récente, je pense qu'à chaque fois qu'on a fait ce choix, quelle que soit la légitimité de l'approche initiale, et il pouvait y en avoir parfois, on a commis une erreur pour ne pas dire une faute. Et on n'a jamais conduit à plus de stabilisation. J'ai eu tous les dirigeants de la région hier, je n'en ai pas entendu un rassuré par ce qui était en train de se passer. Et donc je pense que si changement de régime il doit y avoir en Iran, il doit être le fruit du peuple iranien lui-même. Pas de bombe. Voilà, pour Emmanuel Macron, qui a répondu à quelques questions depuis Oslo en Norvège sur la position de la France. Alain Bauer maintient que la France souhaite la négociation, que les frappes contre les structures nucléaires ne sont pas légales. C'est exactement l'inverse de ce que disait le chancelier Merz il y a quelques instants, le chancelier allemand. Il dit qu'il n'y a aucun problème, il approuve les frappes américaines en Iran. C'est-à-dire que ce débat est toujours intéressant parce qu'on oublie toujours le début. Suite à une révolution, un régime tombe, un autre arrive, et il y a un péché originel qui nie toute légitimité à quoi que ce soit que puisse raconter le régime islamique de la République d'Iran. C'est la prise d'assaut d'une enceinte diplomatique qui s'appelle l'ambassade des États-Unis. Alors, la prise d'assaut, on peut dire, bon, un mouvement de colère, une mauvaise humeur. Mais 444 jours de prise d'otages plus tard, le régime islamique d'Iran a montré son refus total de tout principe de légalité internationale. Péché originel, fin du débat. 2, il y a un accord, effectivement, sur la question nucléaire. Mais pour faire fonctionner une centrale nucléaire civile, il faut un enrichissement à 4%. Tout ce qui dépasse 4% n'a pas d'objectif de logique civile. Il n'a qu'une logique militaire. À 60%, on est très largement au-delà de la centrale qui vous fournit votre électricité ou qui permet de recharger votre téléphone. Il y a des éléments à 83,7% relevés par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie, à Fordo. Il n'y a aucun doute sur la volonté du régime islamique de se doter de l'arme nucléaire. Ils n'en ont jamais caché l'intention. Et donc, l'accord en question n'a pas empêché l'Iran d'aller à 60%. Il n'a donc pas fonctionné. Par ailleurs, l'AIEA elle-même explique que les Iraniens lui ont caché des choses, qu'à Fordo, ils n'ont pas pu tout visiter. Donc la négociation n'a servi à rien. Elle a servi à ralentir un peu, mais elle n'a pas empêché quoi que ce soit du point de vue de... Quant à la légalité internationale, franchement, il y a des règles coutumières utiles et même importantes. Il est indispensable qu'elles soient contrôlées, mais au cours des 70 dernières années, à peu près aucun État, y compris les Occidentaux, n'a jamais respecté la légalité internationale quand ses intérêts étaient en jeu. Pas plus les Français que les Anglais à Suez. 56, c'est 9 ans après la création des Nations Unies. Et tous les autres, pareil. Quand nous avons des enjeux essentiels ou vitaux, la légalité internationale, c'est ce qui permet la négociation d'après. Car la négociation et la diplomatie sont utiles avant, pendant et après. Alain Bauer, est-ce qu'on peut négocier avec un État terroriste? Bien sûr, ce que je disais on passe notre temps à négocier avec des États terroristes. D'accord. Et des terroristes aussi, d'ailleurs. Donc ils mentent et ils manipulent et ils trompent. Mais il faut juste le savoir. La question n'est pas la négociation, c'est quel est l'objectif. L'objectif pour l'instant de la France, et ça c'est simple, éviter des attentats sur son territoire pour ne pas redevenir le petit Satan numéro 2 ou numéro 3. Cet objectif est compréhensible. Je ne dis pas qu'il est logique, ni que je l'accepte, ni que je le comprends, mais je le trouve légitimement intéressant parce que jusqu'à l'année dernière, et récemment encore, la DGSI et la DGSE ont démantelé des opérations d'assassinat ciblés sur le territoire français, des opérations terroristes visant des regroupements sur le territoire français. Il y a une volonté claire du régime iranien, pas du peuple iranien, du régime iranien, de commettre des attentats ou des assassinats. De ce point de vue-là, l'autoprotection a du sens. Le reste n'en a pas. On retourne à Oslo, écoutez Emmanuel Macron. Première priorité pour nous que d'obtenir un cessez-le-feu, de reprendre l'aide humanitaire et de relancer un processus politique. Et troisième remarque sur l'OTAN, c'est qu'il nous faut rester concentrés sur ce qui menace la sécurité de l'OTAN, c'est-à-dire la guerre engagée par la Russie contre l'Ukraine. Il faut que nous soyons concentrés pour aider les Ukrainiens à résister, pour renforcer nos sanctions, afin que la Russie revienne à la table des négociations,
pour une paix solide et durable. Voilà quelles sont mes 3 observations. Cette intervention à nouveau d'Emmanuel Macron en anglais, Eric Revel. Mais ce que dit Alain Bauer est fondamental. Emmanuel Macron a peur, et il a vraiment raison, d'attentats terroristes sur le sol français. Notre histoire depuis 1978 est jonchée d'attentats islamistes, la plupart commandités par l'Iran et le régime des Mollahs, sur le sol français. Donc il a raison d'avoir peur de ça. Mais est-ce que ça justifie sa position ? C'est un aveu de faiblesse qui protège absolument pas le peuple français de nouvelles exactions. Mais si on revient à l'idée de début d'Alain Bauer sur le péché originel d'un régime qui s'assoit sur la légalité en prenant le pouvoir, je pourrais faire le même constat pour la diplomatie qu'essaie d'imposer le président de la République. Le péché originel de la diplomatie vue par Emmanuel Macron, c'est qu'il n'en a ni les capacités ni la puissance en réalité. Donc vous pouvez faire un pas de côté en disant on va essayer de traiter ça de manière diplomatique. J'ouvre la parenthèse pour dire quand même qu'il est toujours à contretemps de la situation internationale, quelle qu'elle soit. Là, on l'a vu au moment où il essaie de dire on a monté une task force avec les Allemands, les Anglais et les Français pour essayer de négocier diplomatiquement une issue à ce conflit. Boum, 2 jours plus tard, le président américain bombarde les installations nucléaires iraniennes. Donc en fait, on est complètement à côté de la plaque. Le maître des horloges est devenu le maître du contretemps. Mais surtout, Emmanuel Macron sait que la France, dans cette situation, n'a plus le poids où l'a-t-elle déjà eu il y a très longtemps, diplomatique, d'imposer quoi que ce soit, qu'on est en dehors du champ de la négociation et que lui-même, par ses volte-face incessantes sur des sujets comme Israël, comme le Hamas ou comme d'autres sujets dans la région, a montré qu'il était inefficace et qu'il changeait d'avis sans arrêt. Donc le poids de sa diplomatie est aussi léger. Un dernier mot, Gauthier, puis on avance, on parle des frappes aériennes. Moi, surtout, ce qui me frappe quand j'entends Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que l'Iran respectait les accords de Vienne, que l'Iran ne faisait absolument pas d'enrichissement d'uranium et ne préparait absolument pas de bombes atomiques, et que c'est Donald Trump qui, en se retirant des accords, on peut dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien, en tout cas, lui, il avait l'impression de se faire flouer et que dans son dos, l'Iran ne respectait absolument pas l'accord, et que ça serait Donald Trump qui aurait été la conséquence, le retrait de la bombe atomique iranienne. Mais c'est une inversion totale de la réalité et de ce qui s'est passé. Donc on peut refaire un accord, si vous voulez, ça ne sera pas l'accord de Vienne, pourquoi pas l'accord de Paris. Je suis sûr qu'il sera d'accord de les recevoir à Paris pour discuter, Emmanuel Macron, sur l'uranium. Et vous pensez que les Iraniens respecteront ce nouvel accord ? Évidemment non. On va reparler de l'intervention américaine, Alain Bauer, parce qu'elle est absolument capitale, évidemment. Elle s'est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche. Et on va voir que l'Iran aussi a menacé de s'en prendre aux bases militaires des États-Unis au Moyen-Orient. On fait le point avec Michael Dos Santos et je vous passe la parole. Les bases militaires américaines sont positionnées à la frontière avec l'Iran. Les États-Unis en comptent plus d'une vingtaine au Moyen-Orient. Elles sont terrestres, navales ou aériennes. Au moins 40 000 soldats y sont positionnés. La base d'Al-Udeid au Qatar est la plus grande d'entre elles. Environ 10 000 militaires occupent ce site stratégique de 14 hectares. Créée en 1996, cette base abrite aujourd'hui le commandement des forces américaines au Moyen-Orient. Autre point fort des États-Unis, sa base navale au Bahreïn. Plus de 8000 marins ont été déployés dans le royaume, non loin du détroit d'Ormuz. Ils composent la 5e flotte la plus importante des États-Unis. La France, elle, ne dispose pas des moyens de l'oncle Sam, mais reste présente au Proche-Orient. Environ 2000 soldats occupent 8 bases, dont 2 en Irak. Ils forment des troupes locales, travaillent au maintien de la paix, luttent contre le terrorisme et collaborent étroitement avec des puissances étrangères. Au Liban, au sein de la force intérimaire des Nations Unies, ou encore dans le cadre de l'opération Chamal, en Irak ou en Syrie. Alain Bauer, est-ce que toutes ces bases militaires américaines, occidentales, sont aujourd'hui des cibles potentielles pour l'Iran ? Oui, d'ailleurs, ils n'en s'en sont jamais cachés, les bâtiments, les bases. D'ailleurs, la dernière qui a été attaquée par des proxys iraniens est une base en Irak. Donc c'est à des degrés, et là c'est entre 40 et 100 kilomètres des points de tir iraniens, donc c'est parfaitement à leur portée. Et d'ailleurs, les États-Unis ont parfaitement compris, puisqu'une partie importante des éléments essentiels des bases ont été évacués. Une partie des bâtiments ont été soit évacués, soit ont été renforcés en couverture anti-missiles et surtout anti-drones. L'industrie iranienne des missiles et des drones est de très grande qualité, si on peut dire ça comme ça. Et donc, il y a aujourd'hui des enjeux très importants de protection des intérêts américains. Les ambassades font partie des sites qui ont été évacués massivement par les Américains depuis déjà plusieurs semaines. Donc, on sent bien que le risque est réel. Et il faut le savoir, dans toute son histoire, l'Iran a toujours répliqué. Toujours.
Il n'y a pas de doute sur la réplique. Il y a un doute sur l'intensité de la réplique. Les Iraniens envoient des messages assez compliqués, modérés, appliqués, juste suffisants. Enfin, il y a des moments, le ministre des Affaires étrangères, il faut savoir que les ministres des Affaires étrangères ne savent pas grand-chose en Iran. Hein. C'est une théocratie, et donc c'est chez le guide que ça se passe. Mais l'expression extérieure est toujours millimétrée. Donc on sait qu'il y aura une réplique iranienne dès qu'ils pourront, où ils pourront, quand ils pourront, et qu'ils viseront évidemment Israël, ça c'est habituel, hélas, mais aussi au moins un objectif américain par principe. Bien sûr. Et occidental, européen, français aussi? Bon, visiblement, on ne s'est pas mis directement dans la ligne de mire, et donc les efforts de ce point de vue-là pour sortir les efforts de notre diplomatie du champ de tir devraient permettre d'éviter une réplique directe, mais si la position devenait plus dure, s'il y avait une intervention de la flotte, par exemple, dans le détroit d'Ormuz, il n'y a pas de bâtiment français, à ma connaissance, actuellement dans le détroit. Hein. Il y en a eu, mais il n'y en a pas. Avec les Houthis qui ont ciblé parfois délibérément des frigates françaises. Et là, il y a eu une réplique française sur les Houthis, d'ailleurs. On sent qu'il n'y a pas eu beaucoup d'interventions pour intercepter les missiles iraniens par les effectifs français, alors que les Jordaniens et les Américains sont assez fortement intervenus. Donc, pour l'instant, on essaye d'éviter d'être dans le viseur. Mais les Iraniens sont ainsi faits qu'ils n'ont pas hésité à tenter de commettre des attentats et des assassinats ciblés dans l'opération dite Marco Polo l'année dernière. Donc le risque existe. Ce qui frappe aussi Alain Bauer, c'est l'isolement de l'Iran. C'est qu'on voit ces États arabes autour de lui, personne ne le soutient. La Chine et la Russie ont fait le strict minimum pour l'instant, pour leur allié, leur grand allié iranien, qui fournit des drones. De ce qui reste de scientifiques iraniens du nucléaire envoyés en avion à Moscou le lendemain de la frappe initiale et des assassinats massifs. Donc il y a aussi une tentative de préservation. Il y a non seulement les Russes, mais ça c'est très important, c'est tout le capital intellectuel. Alors, allez-y, terminez. C'est la mémoire de la production. Il y a 3000 scientifiques iraniens qui sont dans le nucléaire, donc ils n'ont pas tous été éliminés, mais une douzaine de scientifiques et leurs familles ont été évacués dans un vol spécial de Téhéran vers Moscou le lendemain de la frappe initiale israélienne. Donc il y a aussi un peu plus que le seul signal vraiment structuré est venu du Pakistan, qui aurait tenté d'envoyer une petite unité de munitions et qui s'est perdue sur une route visiblement mal carrossée. Mais pour le reste, la situation est plutôt... D'abord, l'Empire perse et pas arabe, ils sont chiites et pas sunnites, et tout le monde les déteste, le régime en tout cas, et donc grosso modo, tout le monde regarde ailleurs. Joseph Massescaron. Oui, mais c'est une tradition. Hein. Vous vous rappelez que l'ayatollah Khomeini, le premier timbre de la République islamique d'Iran est à la gloire de Saïd Qutb, le fondateur de Milestone of Islam, vraiment la politique la plus rigoriste de ce que pourrait être les frères musulmans XXL. Bien sûr. Éric Revel, vous vouliez intervenir? Non, mais j'avais en mémoire cette histoire de timbre qui m'avait toujours frappé. Puis il ne faut jamais oublier non plus, parce que on a comme un historique loupé avec cette révolution islamique, avec Khomeini, on l'a choyé sous les applaudissements de la gauche de l'époque d'ailleurs, à Neuf-le-Château. Et la droite s'est trompée aussi. Oui, non, mais d'accord. Mais je me souviens des applaudissements et des gens qui allaient voir Khomeini à Neuf-le-Château. Ah oui, c'était une procession. C'était un régime progressiste qui allait libérer l'Iran. Alors, Alain Bauer. Et retour en Iran en avion Air France. Et retour en Iran en avion Air France, après avoir été logé à Neuf-le-Château aux frais de l'État français. Sur la bonne volonté du président Giscard d'Estaing. Sont en train de repeindre. Mais là, aujourd'hui... Rachel Kahn. Pour accueillir Ramini. Aujourd'hui, vraiment, moi, je suis écœurée, en fait. Je suis écœurée, j'ai honte, j'ai envie de vomir de ce qui se passe. Véritablement. Lorsqu'on entend le président de la République, il est hors sol, has-been, il ne connaît pas le dossier, il ne nous protège pas, parce que ne pas nommer un ennemi, c'est préparer la défaite. Être là à brandir la paix, le cessez-le-feu, la désescalade, alors même qu'il faut prendre ce sujet à bras-le-corps, quoi. Là, c'est inconséquent et c'est irresponsable. Il nous parle du droit international à l'ancienne, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de l'intégrité territoriale, mais jamais pour Israël. Vous avez remarqué, Israël n'a pas le droit, pour reprendre les mots du président, il n'a pas forcément le droit à l'intégrité territoriale. En tout cas, je ne l'ai jamais entendu revendiquer ce principe-là pour Israël. Écoutons Marc Rutte, patron de l'OTAN, qui dit que la réponse est très claire, l'Iran ne doit pas développer d'armes nucléaires. Concernant la position de l'OTAN sur le programme nucléaire iranien, les alliés se sont mis d'accord depuis longtemps pour dire que l'Iran ne doit pas développer d'armes nucléaires.
Les alliés ont à plusieurs reprises exhorté l'Iran à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du traité de non-prolifération. Alain Bauer, oui, mais ce traité de non-prolifération, il est caduc. C'est fini. Non, le traité n'est pas caduc ni fini. Il est fait pour être respecté. Quand il n'est pas respecté, il faut punir celui qui ne le respecte pas. Donc il y a ceux qui ne sont pas membres du TNP. C'est une partie du problème de l'apparition de nouvelles puissances nucléaires. Vous avez eu 2 qui se sont arrêtés. L'Argentine, le Japon qui n'était pas loin et l'Afrique du Sud, ceux qui ont développé une puissance nucléaire, qui ont beaucoup agacé les États-Unis, le Pakistan, la Corée du Nord, parce qu'ils ne l'ont pas vu vraiment arriver. Récemment, on vient de déclassifier une note du président Kennedy sur le risque de la prolifération nucléaire avec les États acceptables et les États non acceptables, de 63, qui montrent très exactement l'immense chaos dans lequel on est quand les puissances centrales ne font pas leur métier. C'est-à-dire oui, non. Et en fait, nous, on est dans oui, non, faut voir, peut-être, ça dépend, éventuellement. Je rappelle que la France a fabriqué une centrale nucléaire en Irak détruite par les Israéliens en 81, qu'en 2007, il y a eu la première opération de destruction d'une centrale nucléaire à but militaire en Syrie. Il a fallu 11 ans pour que les Syriens et les Israéliens assument le fait qu'ils avaient détruit une centrale nucléaire à but militaire en Syrie, dans ce qui était on va dire, la préparation de ce qui vient de se produire. Une question, Alain Bauer. Emmanuel Macron, à l'instant, met en garde contre les conséquences massives d'une fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran. C'est 25 à 30% du trafic mondial d'à peu près tout, surtout du gaz liquéfié et du pétrole. Mais les Américains ont immédiatement expliqué à Pékin qu'il fallait qu'ils disent à leurs amis iraniens que fermer le détroit d'Ormuz, les principales victimes ne seraient pas les États-Unis ou les Occidentaux, ça serait une augmentation des prix du pétrole, qui est un sujet qui agace beaucoup Donald Trump, mais il est devenu surproducteurs et donc les États-Unis n'ont plus besoin d'importer du pétrole ou du gaz. Par contre, ça agace beaucoup les Européens qui sont très dépendants, mais les Chinois qui sont les plus dépendants de tous. Donc ils comptent sur les Chinois pour expliquer aux Iraniens que ça serait une mauvaise idée. Par contre, des attaques ciblées, l'attaque d'un pétrolier ici, beaucoup de pétroliers se sont déroutés depuis hier. Vous voyez sur les cartes maritimes des mouvements extrêmement brusques d'une partie des très gros pétroliers qui sont en train de prendre d'autres routes, donc ils vont les rallonger. Les assureurs vont être plus chers, évidemment. Donc, il y a un effet sur le prix du pétrole à plus de 10%, je crois, au cours des derniers jours. Donc, il y a un effet réel d'anticipation. Mais les Iraniens n'ont pas pris cette décision, tout en disant qu'ils pourraient le faire parce que dans l'enfumage général ou la propagande ou la surcommunication, ça fait partie des éléments de négociation qui ont lieu. Il y a des canaux de négociation diplomatiques qui continuent à exister, ouverts par les Américains. Éric Revel, vous vouliez rajouter un petit mot avant le flash? L'essai historique, on a oublié. Il y a la négociation par François Mitterrand en 1991, je crois, quand il va rendre visite à Benazir Bhutto, au Premier ministre du Pakistan, de vendre au Pakistan une centrale nucléaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Alors que l'Inde et le Pakistan sont face à face sur la question du Cachemire, la France, avec ses petits biceps, dit non, mais nous, on va s'arranger avec tout ça. Et puis un mot sur Mark Rutte, qu'on vient d'entendre, le secrétaire général de l'OTAN. Qui était avant le Premier ministre des Pays-Bas, si ma mémoire est bonne. C'est lui qui, en sortant de la fameuse réunion, vous savez, où Emmanuel Macron convoque tout le monde après l'attaque du 7 octobre et où dit « je vais envoyer des troupes au sol, l'Europe est d'accord ». Mark Rutte, qui n'est pas encore secrétaire général de l'OTAN, sort dans la cour de l'Élysée et dit « ah mais pas du tout, on n'a pas abordé le sujet et il n'en est pas question ». Vous voyez, c'est le poids de la diplomatie française. Et le poids de la parole